Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous êtes bien connectés? Est-ce que vous nous entendez correctement? Et est-ce que vous vous rendez compte qu'on a fait Un un petit petit effort décor de Noël. spécial Noël, Voilà, chapeau. spécial hiver, spécial pull de Noël. Donc, dites-nous bonjour dans le chat. Bonjour Olivier. Voir si vous êtes bien connectés et si vous nous entendez correctement. Bonjour Bonjour Liliose. Stéphanie, Cédric, Séverine. Sabrina, bonjour. Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour Véronique, Christine, bonjour. Voilà, tout le monde se connecte. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petits soucis techniques, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Je reste à côté pour la technique. Donc aujourd'hui, on va parler de l'entretien d'embauche. Oui, Cécile. oui. Alors peut-être qu'il y a des habitués, peut-être que vous connaissez déjà Cécile. Alors justement, si vous avez déjà assisté à d'autres webinaires qu'on a donnés Pauline et moi, entre autres la gestion des émotions ou encore préparer son salon d'emploi, n'hésitez pas à nous le dire ici. Si c'est le cas, vous allez entendre qu'il y a des choses que vous avez peut-être déjà entendues dans d'autres webinaires et sur lesquelles on insiste, et j'insiste parce que c'est vraiment très très important. Alors c'est vrai que le thème et le titre, c'était donc préparer son entretien, mais ça va même plus loin parce que c'est plus vraiment c'est réussir son entretien. Donc on va vraiment vous donner des trucs et astuces. Et pour ça, eh bien, nous avons un invité de Noël, un invité vraiment tout à fait de très bonne qualité, puisqu'il s'agit donc de Xavier Simon. Xavier est recruteur senior dans la société Busy. Donc Xavier est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour. Voilà, tu nous entends bien? J'entends bien, j'entends bien. Voilà, donc Xavier, en quelques mots, si tu pouvais expliquer, je disais que tu étais donc recruteur expérimenté. Tu travailles depuis combien de temps maintenant dans le recrutement? Ça fait bientôt 18 ans que je travaille dans le recrutement, toujours des sociétés de services, consultance principalement. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Busy? Qui est Busy et quelles sont vos activités principales? Busy est une société informatique de 270 personnes qui existe depuis 20 ans, présente dans les marchés publics principalement, mais aussi dans l'énergie, dans la banque, la finance, et qui travaille sur principalement, on va dire, au niveau du développement, d'analyse fonctionnelle, business, l'architecture et le project management. Et dernièrement, Busy a créé une Busy Academy au niveau Java où on entraîne, on forme une dizaine de jeunes à passer dans la vie active au niveau du développement Java. D'accord, super. Et tu auras l'occasion aussi en fin de webinaire aussi à proposer peut-être, je sais pas, si vous êtes à la recherche de profils, n'hésite pas évidemment à faire part aussi à l'ensemble des personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Ça te va? Parfait, super, merci. Bien. Alors, je vais vous expliquer le déroulement donc, de ce webinaire-ci aujourd'hui. Dans un premier temps, qui dit entretien, dit évidemment qu'il y a une phase préparatoire avant l'entretien. Donc, c'est-à-dire, on va voir ensemble comment se préparer. Il y a plusieurs choses auxquelles il faut être attentif aussi à la préparation. Et puis, évidemment, il y aura le moment de la rencontre. Et là, c'est vraiment place à Xavier. Donc, je vais vraiment vous laisser la libre possibilité de poser des questions à Xavier. Et c'est lui qui répondra, puisque, comme il vient de vous le dire, il a 18 ans d'expérience derrière lui, donc n'hésitez vraiment pas à poser la question à un recruteur que vous avez aujourd'hui, vraiment tout azimut. Et ensuite, qui dit entretien, dit l'avant, le pendant et bien sûr le suivi, donc l'après-entretien. Donc on va voir tout ça ensemble et on va démarrer maintenant par rapport à la préparation. Alors déjà, on voulait vous poser la question, Pauline et moi, est-ce que vous préparez en général vos entretiens? Donc on va lancer le sondage par rapport à ça. Est-ce que, si vous avez déjà eu l'occasion d'avoir des entretiens, est-ce que vous les préparez? Oui ou non? Donc pour répondre au petit sondage, il faut cliquer sur l'onglet sondage. Donc voilà, là je vois que vous répondez dans le chat. Donc comme ça on peut avoir une estimation de qui prépare et qui ne prépare pas. Donc si vous pouvez répondre dans le petit onglet sondage. Également, si vous avez des questions spécifiques à la préparation d'un entretien d'embauche, au webinaire, au sujet, n'hésitez pas à mettre ça dans l'onglet questions. On pourra y revenir au fur et à mesure. Et quand on vous pose des questions ouvertes, voilà, on peut répondre dans le chat, etc. Mais donc voilà. Alors, quand on dit préparation, c'est important évidemment de signaler que chacun et chacune, on a notre personnalité et que chacun et chacune, on prépare ça de manière différente. Il y a des personnes qui sont très à l'aise, qui sont plutôt extraverties et qui vont avoir tendance à laisser évidemment aussi
une part à l'improvisation, en tout cas à l'instantané, et c'est très très bien aussi. Donc c'est vraiment libre à vous. Si parmi vous il y a des personnes qui sont assez stressées, voire très stressées, ben, c'est vraiment d'autant plus important évidemment de préparer, puisque ben, plus on est préparé, moins on a d'informations qui manquent, et donc on est plus à l'aise aussi lors de l'entretien. Alors, il y a 3 éléments qui sont vraiment importants, je trouve, dans la préparation, et j'insiste vraiment là-dessus. C'est ce qu'on appelle préparer le fond, donc c'est-à-dire le contenu, qu'est-ce que vous allez dire, on va y revenir. C'est préparer la forme, c'est-à-dire la manière dont vous allez être, la manière dont vous allez, votre attitude, et également tout l'aspect verbal, et non, enfin l'aspect non verbal plutôt. On en reviendra également après. Et puis aussi, j'insiste là-dessus, c'est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le mindset, c'est-à-dire votre état d'esprit dans lequel vous allez en entretien. Et on va voir à quel point c'est hyper, hyper important aussi. Mais on va commencer d'abord par le fond. Le fond, c'est quoi? Bah, clairement, c'est vrai que ce qui est important, évidemment, pour réussir un entretien, c'est de donner l'impression aux recruteurs, en tout cas, si vous êtes motivé, et je vous souhaite, mais c'est d'avoir des informations sur l'entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait, aller voir leur site, qu'est-ce qu'elle fait, si elle a des clients, quels sont les clients, quel est le produit qu'elle vend ou quel est le service qu'elle offre, quels sont le nombre de collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise, enfin un maximum d'informations. Et attention, parce que souvent je rencontre des personnes qui se disent qu'ils doivent connaître tout ça par cœur. Aucun sens. Vous avez déjà suffisamment, à mon avis, de choses à penser et auxquelles être attentif lors de l'entretien. Donc, n'hésitez pas à préparer ça avec une petite feuille de notes. Il ne faut pas évidemment en avoir 10, mais 4-5 points que vous connaissez sur l'entreprise. Ce qui est important, c'est que le recruteur, tout simplement, il voit et il ait ce sentiment que le candidat qu'il a en face de lui a préparé, s'est renseigné, et il n'y a aucun souci à jeter un petit coup d'œil sur votre feuille sans aucun problème. Donc, information sur l'entreprise. Deuxième élément qui est très important aussi, même extrêmement important, c'est s'exercer à expliquer son parcours. D'accord? Donc c'est expliquer un peu son CV, son parcours. Voilà. Parce qu'en fait, en général, Xavier, tu me diras comment peut-être la manière dont toi tu démarres les entretiens, mais il y a 2 manières de faire en général. Soit le recruteur, c'est un choix qu'il fait, décide de dire, je vais d'abord vous expliquer l'entreprise, je vais vous expliquer la fonction pour laquelle vous êtes ici, et puis après on ira plus vers votre parcours à vous. Mais souvent, c'est plutôt la question, expliquez-nous ou expliquez-moi votre parcours, expliquez-moi qui vous êtes. C'est souvent par ça qu'un recruteur commence. Et comme les premières minutes en entretien sont extrêmement importantes, parce que c'est là aussi qu'on se fait une première impression du candidat, et vous-même du recruteur, eh bien, c'est super important de pitcher, ce qu'on appelle vraiment répondre, expliquer son parcours de manière courte. Alors, l'erreur qu'on fait souvent, vous pouvez expliquer, peut-être vous pouvez dire si c'est ce que vous faites, mais en général, quand les personnes expliquent leur parcours, la majorité du temps, c'est réexpliquer, en fait, c'est un peu lire un texte, c'est-à-dire réexpliquer, avec d'autres mots peut-être, ce qu'il y a dans le CV. Or, si vous êtes là, c'est que d'abord, en principe, le recruteur a lu votre CV, connaît un petit peu votre parcours, et de lui rappeler oralement, ça n'a aucun sens et il n'y a aucune valeur ajoutée à ce que vous faites en entretien. Par contre, ce qui peut être super intéressant, et ce que moi j'adore en tout cas, c'est qu'on me raconte une histoire. Et c'est ça que je vous invite à faire dans le pitch, c'est vraiment raconter votre parcours professionnel et ou académique. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire ce qu'il y a entre les lignes, ce qu'on ne lit pas dans votre CV. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui dit, déjà une première chose, c'est, voilà, moi j'ai commencé par un bachelier, je dirais, en commerce extérieur. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ces études? Pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de commerce extérieur? Parce qu'à la fois, je suis quelqu'un avec un lien social très fort. J'aime beaucoup rencontrer les personnes, voilà, découvrir et aller au-delà de ce que je connais. Et puis, autre chose aussi, c'est que je suis quelqu'un qui aime énormément les défis. Et je trouvais que ça alliait très, très bien les 2 choses. Commerce extérieur, pourquoi aussi? J'adore voyager, j'adore les autres cultures. Et donc, j'ai trouvé que c'était des études qui étaient tout à fait adéquates par rapport à ça. OK? Donc, pourquoi pas expliquer votre choix d'études? Ouais, et d'ailleurs, Arnaud parle de storytelling. Je trouve ça très intéressant. Donc, se raconter, et Marilyn rajoute aussi que se raconter, expliquer, ce n'est pas se justifier. Absolument. Bonjour Marilyn. Parce que je vois une question aussi très intéressante du coup d'Arnaud qui se demande, comment expliquer à un recruteur du coup que comment se justifier, il utilise carrément le terme se justifier, qui n'a pas beaucoup d'expérience à 28 ans. D'accord. Alors, ça dépend évidemment du parcours. On ne pourra pas faire aujourd'hui. Oui, on ne pourra pas faire des cas par cas. Ce qui est important, c'est simplement qu'en tant que recruteur, c'est qu'on entende et on sente que le candidat est constructif.
Alors, il se peut que, voilà, qu'on n'ait pas beaucoup d'expérience parce que soit on a eu un couac au niveau des études, soit on a pris le temps pour trouver ce qu'il nous fallait. Et aussi, peut-être pour déculpabiliser certaines personnes, si c'est votre cas, ben, il y a parfois des personnes pour qui il faut longtemps pour se rendre compte que finalement, être sur des bancs d'école, c'est pas son truc, ça correspond pas à sa personnalité et c'est OK aussi. Simplement, ce qu'il y a, c'est qu'est-ce que vous en faites après? Est-ce que vous êtes rendu compte de ça? Et qu'est-ce que vous avez mis en place? Peut-être une formation qui est peut-être plus pratique, comme entre autres ce qui est proposé ici chez Technofurti, qui a directement la pratique. Bref, c'est primordial. Réfléchissez. Moi, je vous invite, si ça n'a pas encore été fait, ben, à réfléchir à votre parcours, pourquoi vous avez fait ce choix d'études. Même si ces études, vous n'avez pas été jusqu'au bout, il y a peut-être une bonne raison, c'est que justement, ça ne correspondait peut-être plus à ce que vous vouliez, mais c'est surtout qu'est-ce que vous en avez fait de tout ça, de vos choix, de vos décisions, de vos non-décisions, vraiment donner cette impression de constructivité. Et donc, pour résumer, quand vous pitchez votre CV, votre parcours, pour revenir un peu au slide, c'est être positif, être constructif. Voilà, pour résumer. Et concise aussi. Oui, d'accord. Il ne faut pas non plus s'épandre sur toute sa vie, tout son parcours. Peut-être justement revenir à, bah, tiens, l'entreprise, on sait par quoi elle est intéressée et on va plutôt orienter notre discours en fonction des valeurs de l'entreprise et de son secteur d'activité. Alors, il y a aussi un élément par rapport, par exemple, si parmi vous, il y a des personnes qui ont vécu un licenciement, évitez évidemment de dire dans votre explication de parcours, bah, soit j'ai perdu mon travail, ou encore j'ai été licencié. Alors, c'est la réalité et certainement difficile à vivre, évidemment, à un moment ou à un autre, mais parlez plutôt de fin de collaboration. C'est plus positif pour vous-même surtout. Hein, donc, voilà, donc après 5 ans ou 7 ans ou 10 ans, la collaboration s'est arrêtée et qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez fait? Ça a peut-être été un peu difficile pour vous au moment, mais j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais de la suite de mon parcours professionnel, ou encore j'ai saisi l'occasion pour, ou alors j'ai repris mon bâton de pèlerin, c'est pas comme ça qu'on le dit, mais en tout cas, voilà, j'ai recherché un travail que j'ai trouvé rapidement, etc., etc. Donc vraiment, ayez cette notion plutôt positive, plutôt que quelque chose, qu'avoir une forme, un petit peu une position de victime quelque part. Ça va? Donc ça, c'est un élément très important aussi. Donc dans la préparation, on a parlé donc d'avoir des infos sur l'entreprise, de pitcher positivement son parcours. Et puis, donc, évidemment, c'est aussi se préparer aux questions du recruteur. Aujourd'hui, avec le net, il n'y a plus aucune excuse. Vous pourrez trouver sur référence.be, sur Stepstone, etc., des tas de questions qui sont la majorité du temps posées par des recruteurs, puisqu'aujourd'hui, ça reste pour la majorité, en tout cas, des emplois, des questions, je dirais, relativement classiques. Hein. Xavier vous en reparlera par après. Donc, quelque part, vous pouvez tout trouver, toutes les informations sur le net. Alors, pourquoi est-ce que je vous invite à formuler de manière orale les réponses à vos questions? C'est tout simplement pour structurer votre pensée. Ce n'est pas tout de lire la question et de dire oui, ça je pense que je saurais y répondre, mais vraiment, dans un premier temps, c'est de dire qu'est-ce que je pourrais dire, comment est-ce que je pourrais être le plus efficace, le plus constructif, le plus concis possible pour répondre à cette question. Et de manière orale, c'est déjà vous exercer au niveau du non-verbal, de votre voix, de votre ton, du rythme, et puis aussi tout simplement construire et avoir donc justement une construction mentale et une structure pour être le plus efficace possible dans les réponses à vos questions. Et ensuite, pour terminer par rapport au fond, c'est préparer évidemment des questions que vous pourriez avoir en tant que candidat et des questions évidemment pertinentes. Ne commencez pas, comme vous le savez peut-être, à poser des questions sur quel est le salaire, comment est-ce qu'on fait pour récupérer les jours de congé. Donnez évidemment et poser des questions un maximum sur la fonction, sur l'entreprise, pour donner l'impression, et j'espère que ce sera votre cas, aux recruteurs que vous êtes vraiment intéressé par la fonction d'abord, par la job, par l'entreprise, bien plus qu'au départ que les journées de congé ou encore le salaire, même si ça fait partie intégrante évidemment de votre motivation, mais ce n'est pas les premières choses à poser. Donc, ayez évidemment avec vous, vous pouvez les noter aussi, quelques questions que vous auriez à poser aux recruteurs. OK? Voilà. 2 dernières petites choses par rapport au fond, c'est avoir le réflexe LinkedIn, bien sûr. Donc, c'est-à-dire, avant l'entretien, vous êtes invité par Monsieur Dupont. Vous allez voir qui est Monsieur Dupont. C'est intéressant pour avoir des informations sur lui, sur son profil, sur ce qu'il a fait. Même des informations que vous pourriez utiliser en entretien en disant, tiens, j'ai vu que précédemment, vous avez travaillé là-bas. C'est une entreprise que j'apprécie beaucoup. Ou encore, je connais quelqu'un qui y travaille.
pourquoi pas? Donc, si c'est intéressant et judicieux pour vous de l'utiliser, ça peut être intéressant. Mais LinkedIn, il ne faut pas oublier aussi que c'est une source aussi où vous pourriez très bien vous rendre compte que M. Dupont, eh bien, il est en premier degré de relation avec quelqu'un que vous connaissez très bien, un ancien collègue, par exemple. Vous recontactez donc l'ancien collègue et il s'avère que si ça tombe, ce fameux monsieur Dupont, c'est le cousin de votre collègue. Donc il est évident que si vous aviez un très très bon contact avec votre collègue, vous pourriez très bien lui dire, ben, c'est amusant, j'ai rendez-vous avec monsieur Dupont, est-ce que tu le connais? Oui, et il se peut que du coup votre collègue pourrait parler en bien de vous avant même que vous rencontriez le recruteur, donc ça peut être un élément très important. Donc n'oubliez pas que votre réseau peut être extrêmement intéressant dans une recherche active d'emploi. Et du coup, LinkedIn, on peut aussi l'utiliser dans la préparation, Surtout, juste avant de... ouais. Vraiment, il faut. Moi, je ne vais voir aucun prospect sans ce réflexe LinkedIn, parce que je me dis, voilà, il se peut que cette personne connaisse une personne que je connaisse bien aussi, et qu'on puisse rentrer différemment, justement, en lien l'une avec l'autre. OK? Dernier élément, évidemment, qui est important aussi pour la préparation du fond, ben, c'est tout simplement avoir un CV mis à jour en 3-4 exemplaires, parce qu'il se peut que finalement vous deviez rencontrer que M. Dupont, mais qu'il y ait une autre personne de l'entreprise qui s'ajoute en dernière minute, et que c'est intéressant et très proactif de dire, ben, écoutez, voilà, j'ai une version de CV pour vous aussi. Donc, tous les documents qu'il vous faut, si vous avez besoin de références, si c'est nécessaire, vous pouvez le prendre. Bref, vos questions, votre petite page avec tout qui est dessus. Voilà, ça c'est vraiment important aussi. Ne venez pas non plus avec un plumier ou autre, hein. Vous venez juste avec quelque chose qui est facile. Ne faites pas le sketch de Mr Bean si vous le connaissez. C'est vraiment au plus simple, au mieux. Je ne connais pas. Mr Bean qui met une demi-heure avant son examen à mettre la latte et les différents bics, ça n'a aucun sens, évidemment. Ok, donc ça c'est par rapport au fond. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, Pauline. Il y a pas mal de questions sur du coup comment aborder certaines questions avec l'employeur. Je vois que Xavier répond déjà par écrit à vos questions. Donc il ne faut pas hésiter. Je vois qu'il y a déjà aussi pas mal de personnes qui ont posé des questions dans le chat. C'est beaucoup plus facile de le mettre dans l'onglet questions pour nous. Reprendre les questions au fur et à mesure et bien se dire oui, voilà, on a répondu à celle-là, on va passer à une autre et poser les questions au bon moment, vu que là, on parle de la préparation, mais on va parler aussi de l'entretien en lui-même et des questions à poser. Donc voilà, on prendra peut-être vos questions un peu après. Alors, je reviens sur Nathalie, donc, qui avait une question concernant le harcèlement et Xavier qui y répond. Je voulais juste ajouter une petite chose par rapport à ça. C'est évident, comme le dit Xavier, bien sûr qu'il ne faut pas rester que là-dessus, bien évidemment. Ce qui est important aussi par rapport à ça, c'est exprimer les choses de manière factuelle. Donc, pas émotionnelle. Donc, je peux donner un exemple. Ça pourrait être de dire, ça a été très difficile, j'ai mis longtemps à m'en remettre. Donc, c'est tout à fait normal, on peut le comprendre. C'est de dire, voilà ce qui s'est passé. J'ai vécu un harcèlement. Harcèlement ou burn-out, parce qu'il y a la même question pour le burn-out. Comment parler de sa période de non-travail. Voilà, donc c'est burn-out. Donc, alors, la bonne nouvelle, quelque part, par rapport au burn-out, c'est que souvent, les personnes qui vivent un burn-out sont des personnes qui sont très impliquées dans leur travail. Donc, j'imagine que c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à prendre un peu de recul par rapport à ça. Donc, ça veut dire que vous pourriez dire, pour ça, ben, c'est un moment qui a été difficile pour moi. Et de nouveau, qu'est-ce que vous en avez appris ? D'accord? Donc, c'est d'être factuel, donc ne pas cracher sur l'employeur, ne pas donner une impression négative, c'est d'être factuel, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'en ai appris, voilà comment je m'en suis sortie, et aujourd'hui, je reste, par exemple, pour le burn-out, très impliquée, mais simplement, j'arrive, je vous le souhaite, à prendre un petit peu plus de recul, ce qui me permet d'être encore plus performant, ou en tout cas, je n'aime peut-être pas le mot performant, mais encore plus impliqué de manière plus positive dans les projets dans lesquels j'ai vraiment envie de m'investir aujourd'hui. OK ? Donc, encore une fois, je le répète, je vois qu'il y a des questions dans le chat. N'hésitez pas à mettre ces questions-là dans l'onglet questions pour qu'on puisse mieux gérer et modérer ce webinaire et essayer de répondre à toutes vos questions. Enfin, alors, Thierry, aussi, question, tiens, est-ce qu'on doit avoir des lettres de référence des anciens employeurs? Absolument pas. Ce n'est pas nécessaire. Et puis, je dirais que si vous avez la possibilité d'avoir des références, ben,
proposez-les plutôt, demandez simplement qu'ils le fassent sur LinkedIn, de mettre une recommandation. Aujourd'hui, c'est quand même un outil, on est dans l'ère digitale, donc c'est un outil qui est quand même très utilisé et ce sera beaucoup plus conséquent d'avoir non pas des recommandations de compétences, mais vraiment quelques mots, donc un petit paragraphe de recommandation d'un ancien responsable, un ancien manager ou encore un ancien collègue, plutôt que d'arriver avec une réelle lettre de référence, ça aura moins de poids. Voilà, donc par rapport, je vois qu'il y a aussi des questions sur le CV, ça pourra peut-être faire l'objet d'un futur webinaire. On prévoit ça pour la nouvelle année, des questions, enfin un webinaire sur le CV en lui-même. Ce sont des questions qui reviennent assez régulièrement dans nos webinaires demandeurs d'emploi. Donc voilà, on va peut-être pas répondre spécifiquement pour les CV, mais rester au courant de nos actualités webinaires pour participer à notre webinaire sur les CV. Parce que du coup, ce qu'on va faire aussi, ce que j'ai vu une question apparaître aussi, c'est comment est-ce qu'on fait pour justement expliquer 5 ans de non-activité. Ça peut évidemment faire partie du thème CV, puisqu'on mettra comment est-ce qu'on va le mettre sur le CV et puis comment l'expliquer en entretien. Okay. Donc je reviens là maintenant à la préparation. On a vu qu'il y avait la préparation du fond qui était très importante, s'exercer. Et puis il y a la préparation de la forme. Alors la forme, c'est quoi? C'est pas que la forme physique, évidemment. C'est évident qu'il faut y dormir tôt, il ne faut pas faire de grosses fêtes la veille, il faut se sentir évidemment en bonne santé à ce moment-là. Si vous aviez un petit couac le jour ou même la veille, vous avez une grippe ou autre, je vous invite vraiment à remettre l'entretien en expliquant que c'est tout à fait exceptionnel. Mais vous avez le droit évidemment d'être malade. Il vaut mieux avoir toutes les ressources avec vous le jour J, surtout si la fonction est importante pour vous. Mais donc s'exercer oralement aussi. Donc en entretien, ça veut dire que, comme je vous le disais, vous allez pitcher, vous allez expliquer votre parcours aussi, votre CV, etc. Et vous allez aussi répondre bien sûr aux questions qu'on va vous poser. Donc c'est important aussi de le faire oralement. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Si dans la fonction, sur le job description qui avait été, et dans l'offre que vous avez trouvée, soit sur le site internet de l'entreprise, sur un job board ou autre, il est mis en référence que vous avez à connaître une langue spécifique, que ce soit le néerlandais, l'anglais ou une autre encore. Mais je vous invite évidemment, pendant la préparation, à vous exercer dans cette langue-là, prendre l'une ou l'autre question au hasard et donc de s'exercer de manière orale pour simplement rafraîchir votre niveau de connaissance et que ce soit le plus fluent possible pour vous. Alors, le code vestimentaire est évidemment un élément qui est très important aussi, même si vous allez, par exemple, vous êtes créatif dans une boîte de pub, mais je vous invite à y aller avec un code vestimentaire de type un peu protocole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la boîte de pub en question, vous savez que le code vestimentaire, s'il fait beau, c'est des tongs et un bermuda, mais faites quand même jouer le jeu. C'est important quand même d'avoir, je dirais, un code vestimentaire, je dirais, classique, donc de vêtements de ville. Donc pour les hommes, c'est un pantalon, soit un jeans mais foncé, soit un pantalon de ville, chemise, soit un pull, soit juste la chemise, soit encore un veston. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour la majorité des cas, la cravate, on ne la met plus. Pour les femmes, c'est simple aussi. C'est aussi une tenue de ville dans laquelle vous êtes à l'aise. Si vous n'avez pas l'habitude de mettre des talons, ne venez pas vraiment avec des talons. Tout simplement, c'est respecter quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise et qui reste évidemment une tenue adéquate pour un entretien. L'apparence, elle est importante aussi. Alors, on vient de parler du code vestimentaire, mais il y a évidemment aussi tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est-à-dire, ça va peut-être vous paraître logique, mais des cheveux propres, coupés, la barbe rasée pour peu que, évidemment, sauf si, comme Xavier, vous avez évidemment le look barbe en tant que tel, mais si c'est une barbe de 2-3 jours, rasez-vous de près, bien évidemment. Et puis, évitez tout ce qui est accessoires, des gros colliers, des grosses boucles d'oreilles, ou encore, je ne sais pas moi, du parfum à outrance, aucun intérêt non plus. Voilà, ça c'est donc pour la forme. Alors, la forme, il y a aussi un élément dont je vous parlais qui est essentiel en entretien. Je pense que tu diras, Xavier, si c'est aussi important, mais dans la manière dont on se présente, il y a le fond, c'est-à-dire les mots qu'on utilise, le choix lexical aussi, donc le lexique, les mots qu'on utilise, et la syntaxe, simplement les mots dans lesquels on exprime les choses. Ça, c'est ce qu'on appelle le verbal.
Donc, ce que vous voyez ici sur le visuel. Et puis, il y a aussi tout l'aspect non-verbal. L'aspect non-verbal, c'est quoi? Eh bien, c'est le visuel. Donc, qu'est-ce qu'on va voir de vous et qu'est-ce que vous voyez du recruteur? Donc, c'est déjà simplement son physique. Est-ce que c'est quelqu'un qui est grand, mince, petit, gros, rond? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une peau de couleur ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui a au niveau des accessoires, des cheveux? Est-ce qu'il a des lunettes un peu extravagantes? Bref, c'est tout ce qu'on va voir et c'est également les gestes, la gestuelle, les mimiques. Peut-être aussi, si on parle avec la main sur le visage, on est un petit peu gêné. Ça peut être aussi, quand on connaît beaucoup de stress, il y a certaines personnes qui ont des plaques rouges, ça va aussi. Voilà. C'est clairement, j'indique clairement sans le vouloir, bien évidemment, mais que je suis un peu dans une zone de stress à ce moment-là. Bref, donc tous ces éléments-là font partie de ce qu'on appelle le visuel du non-verbal. Et puis après, il y a aussi l'autre partie du non-verbal, qu'on appelle plutôt le paraverbal, qui est la voix. Et en entretien, c'est très important aussi. Alors la voix, c'est quoi? C'est l'intonation avec laquelle on parle. Maintenant, si je vous parlais de manière très monocorde tout le temps pendant tout le webinaire, ce serait peut-être très lassant. C'est le rythme auquel voilà, vous discutez. Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est plutôt lent? C'est le timbre aussi, ça on ne le choisit pas, mais est-ce qu'on a un timbre plutôt aigu ou un timbre plutôt grave? C'est la respiration. Et parfois, quand on est stressé, on oublie de respirer aussi. Et ce sont aussi les silences qu'il pourrait y avoir. Donc tout ça fait partie de la communication non verbale. C'est vrai qu'il y a des questions sur le stress. On va peut-être en parler quand on parlera de l'entretien en lui-même. Très bien. Je vois que Xavier répond à plein de questions. Ce sera intéressant aussi quand on arrivera à ce stade des questions, que Xavier fasse un petit résumé de toutes les questions, enfin en tout cas de toutes ces réponses. Ok. Donc, langage verbal, non verbal, on a vu que c'était très important de se préparer en entretien et de structurer ses réponses, mais c'est aussi important de se dire, est-ce que je sais, moi, quelle est l'impression que je donne, ou en tout cas, qu'est-ce qui est important, ou comment est-ce que je m'exprime en termes non verbal. Alors, simplement pour ça, je voulais vous dire que, je vais vous donner ici le slide suivant, il vous donne l'importance dans un message transmis, quelle est l'importance du langage verbal, c'est-à-dire quel est son poids, et quelle est l'importance du langage non verbal. Et j'insiste bien, c'est dans un contexte évidemment occidental, puisque en Orient ce sera très différent, mais dans notre contexte à nous, et quel que soit le contexte, donc c'est-à-dire ce sera cet équivalent, donc ces pourcentages sont aussi justes dans un contexte d'un entretien, mais c'est même tout à l'heure, quand je parlerai avec Pauline pour débriefer du webinaire, on aura ce même pourcentage, cette même importance du verbal et du non-verbal. Donc je vous la montre maintenant. C'est important de se rendre compte que nous transmettons un message à 55% par notre posture, par notre geste, par notre regard. Donc 55% du message est transmis de cette manière. 38% du message est transmis par notre voix. Son intonation, son rythme, son débit, son volume. Et seulement 7% est transmis par les mots, donc de ce qu'on va raconter, la manière dont on va le raconter. Donc c'est extrêmement important de se rendre compte que 93% de notre message passe par le non-verbal. Et quand on se rend compte de ça, on se rend compte à quel point c'est super important de bien préparer ces entretiens, parce que... de s'entraîner, exactement. Devant quelqu'un, devant son miroir. Je vois qu'on en parle aussi dans les réponses aux questions. Justement, comment gérer le stress, c'est aussi se répéter et voir si notre langage non verbal ne trahit pas justement notre stress. Tout à fait. Alors, je peux peut-être vous rassurer par rapport à ça. Il y a de tout dans le monde et les employeurs sont ouverts aussi, évidemment, à engager des personnes qui sont plus introverties. Il ne faut pas croire que les gens qui sont extravertis, qui ont facile à s'exprimer, auront plus de chance. Alors, c'est vrai que ça va moins leur coûter en termes d'énergie, puisque c'est quelque chose de plus naturel, c'est plus confortable pour les personnes extraverties, et ça demandera plus d'efforts, notamment à une personne introvertie, de s'ouvrir un peu plus et de parler peut-être d'elle, ou de parler de manière un peu plus dynamique. Alors,
si c'est difficile pour vous, par exemple, de parler en termes, je dirais, de voix de manière très dynamique, vous pourriez de toute façon y ajouter des gestes et être conscient en entretien de dire, tiens, moi, ce à quoi je dois être attentif, c'est peut-être justement d'ajouter un petit peu de gestuel pour dynamiser mon langage non verbal. Ça, c'est vraiment un élément qui est important. Et aujourd'hui, on a les smartphones, donc moi, ce que je vous invite vraiment à faire pour des personnes qui ont peut-être plus de difficultés, c'est carrément de prendre vraiment 4-5 questions et de vous filmer. Oh. Et de voir ce qui se passe. Tiens, voilà, à ça, je dois être un peu attentif, à ça d'autres. Je suis consciente que lorsqu'on est en entretien, on ne peut pas penser à tout, mais c'est simplement si je devais penser à 1 ou 2 éléments au niveau de mon non-verbal auxquels je dois vraiment être plus attentif, juste ces 2 choses-là, ce serait quoi, Ouais. si c'est important, et vraiment le faire. Oui, donc du coup, regarder ce qui n'a pas été et essayer d'améliorer ces parties-là, Voilà. tout en sachant que l'employeur sait qu'au Oui. final, on est stressé. Bien sûr. Évidemment, tout le monde a un petit stress, mais ça peut être un stress normal. positif. L'enjeu est important, quoi qu'il arrive, c'est un enjeu important, donc le stress est tout à fait normal. Simplement, et puis de toute façon, je crois que Xavier le dira parce que c'est quelqu'un c'est un recruteur bienveillant. L'objectif, c'est pas du tout d'aller casser un candidat, mais bien au contraire d'arriver à avoir les éléments le plus positifs de lui, donc c'est-à-dire de mettre un maximum à l'aise. De toute façon, je pense que si vous casse l'employeur, je pense que c'est pas une entreprise où il faut y aller. Non, on n'aura pas nécessairement envie d'y aller, ça c'est vrai. Donc c'est aussi, vous êtes offreur de services. Si l'entreprise ne vous convient pas, si l'employeur vous a un peu cassé, voilà, c'est un non, c'est pas à cause de vous, c'est l'entreprise ne vous correspond pas. Absolument. Voilà, donc tu parlais justement d'offres de services. On doit préparer bien évidemment le fond, on doit préparer la forme, c'est évident. Et pour moi, l'essentiel, mais vraiment avant tout, c'est de préparer votre mindset, donc c'est-à-dire votre état d'esprit. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous avez été actif ou en tout cas, vous avez été au fait des actualités sportives ce week-end. Et si c'est le cas, ben, vous savez que les Red Lions, donc l'équipe belge de hockey sur gazon, a remporté rien que ça, eh bien, donc la médaille donc des champions du monde de hockey sur gazon. Alors, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'en fait, il y a quelques années, parce que je suis un petit peu, moi, dans le monde du hockey pour le moment, donc il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, quand les Red Lions allaient en compétition mondiale, qu'est-ce qu'ils se disaient? Ils se disaient, on ne peut pas rater, on ne peut pas perdre. D'accord? Et si vous avez été un petit peu attentif aux événements sportifs, les Red Lions sont partis en Inde cette année et le seul discours qu'ils ont donné à tous les médias, c'était on y va pour être champion. Donc, ce n'était pas on y va pour faire un maximum, on n'y va pas pour faire ce qu'on peut. Ils ont tous dit le même discours, on y va pour être premier du monde. Et vous voyez ce que ça donne. Et quand ils disaient on y va avant, avec un autre état d'esprit et on ne va pas perdre, ben, croyez-moi, ils perdaient. Alors, c'est vraiment une analogie qui a du sens dans ce que je vous dis par rapport à la recherche active d'emploi, parce que c'est vraiment votre état d'esprit qui va guider énormément de choses, votre succès ou non dans votre entretien en tant que tel. Première chose, c'est que pour la majorité d'entre vous, peut-être que vous êtes évidemment aujourd'hui peut-être le statut de ce qu'on appelle demandeur d'emploi, un chômeur, mais c'est absolument pas comme ça que le recruteur vous voit et je vous invite vraiment à ne pas vous identifier à ça. Ce n'est pas une identité que vous avez, c'est un statut à un moment donné. Donc, ce que vous êtes vous, et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes un offreur ou une offreuse de services et de compétences. Et croyez-moi, c'est comme ça qu'on vous voit. D'accord? Donc, la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes invité en entretien, mais c'est qu'on a reconnu, en tout cas sur base de votre CV, vos compétences, vos connaissances, votre connaissance métier qui est attendue pour cette fonction. Donc, c'est une toute bonne nouvelle. Donc, allez-y avec un état d'esprit, je suis offreur et je viens justement proposer mes compétences. Voilà, et il y a Jonathan qui rajoute quelque chose, qui dit, voilà, voyez pas votre entretien comme un entretien d'embauche, mais un entretien de collaboration. Eh bien, exactement, ça c'est la deuxième. Merci, Jonathan, parce que c'est, en effet, j'aime pas ce mot entretien, et entretien d'embauche, et j'aime encore moins ce terme d'entretien de sélection, parce que l'entretien de sélection, ça signifie qu'il y a un tri quelque part. Donc, je vous invite vraiment à voir ça. Si ça dépendait que de moi, ce serait plus des entretiens de sélection, mais je propose vraiment, et moi je trouve que c'est plus intéressant de dire, je vais à une discussion de collaboration. D'accord? Pourquoi discussion? Parce qu'on est entre adultes, hein, on est face à un autre adulte. On n'est pas face à un père, on n'est pas face à un prof, on est face à un adulte qui a besoin des compétences telles que les vôtres.
Et puis surtout, c'est une discussion de collaboration. N'oubliez pas que vous venez pour collaborer. Vous allez offrir des compétences, du temps, du service, de l'énergie, et donc vous allez offrir des éléments. Et en contrepartie, ben, vous allez recevoir évidemment un esprit d'équipe, une équipe, du matériel et également un salaire. Donc c'est vraiment comme ça. Vous êtes offreur de services et vous allez à une discussion, à une rencontre de collaboration potentielle. Voilà, Du win-win, du collaboration. coup. Bien sûr, en principe, c'est du win-win, hein, puisque vous avez à avoir un job et à grandir en termes intellectuels et professionnels, et puis l'autre, l'entreprise, a besoin de vous pour être plus performante et pour atteindre les objectifs qu'elle a envie d'atteindre. Et puis, la dernière chose que je vous disais, c'était une discussion évidemment entre adultes, il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'examen, etc. Et donc, vraiment, restez positif, confiant. Vous avez des compétences, vous avez des aptitudes, vous avez des forces, vous avez des talents. Et vraiment, dites-vous ça, c'est exactement ce que les Red Lions se sont dit avant chaque entrée sur le terrain. Nous avons les compétences et on est tout à fait capable d'être aussi efficace, voire plus performant que d'autres équipes. Donc, je vous invite vraiment, 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 j'insiste là-dessus, à travailler sur votre. Bien, alors je ne sais pas, vous êtes prêts, d'accord? Donc vous êtes prêts, vous avez votre CV, vous êtes entraîné, vous avez des questions pertinentes à poser, vous savez comment répondre à des questions, vous êtes à l'aise, vous savez comment expliquer votre pitch, et donc le jour J arrive la rencontre. Je laisse Xavier terminer évidemment la réponse à sa question. Et puis après, je vous propose, si vous avez donc des questions là maintenant pour Xavier, de profiter de l'occasion pour lui poser. Mais je pense qu'il y a eu pas mal de questions et je pense que ce serait intéressant de la part de Xavier de faire un petit résumé de ce qui s'est dit dans les questions pour que tout le monde puisse l'entendre. Alors, petite parenthèse, je vois qu'il y a des gens qui veulent prendre des notes, des slides. C'est quand même important d'écouter ce que Cécile dit, donc c'est pour ça que je switch entre les slides et notre magnifique Cécile. Mais vous aurez les slides en répondant à notre petite enquête de satisfaction. Donc voilà, si vous n'avez pas eu le temps de prendre note des slides, vous les aurez en répondant à notre enquête de satisfaction. Alors Xavier, c'est à toi. Je voulais peut-être déjà te poser une question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore, mais si on devait parler de la rencontre ou des choses que tu aurais entendues dans ce que je t'ai dit par rapport à la présentation, est-ce qu'il y a encore des choses que tu trouves importantes que le candidat prépare avant le jour J, avant de te rencontrer? Non, le résumé est plutôt bien fait. Les gens doivent surtout garder en tête qu'ils viennent toujours un mieux. Et préparer le mieux, c'est plus facile que préparer le pire. Donc, les gens doivent vraiment s'imaginer que, comme tu disais, c'est du win-win. Et voilà, et venir sans crainte. Ok, c'est facile à dire quand on a un travail, qu'on risque de trouver un travail, mais de toute façon, pour un mieux que les gens présentent. Donc, voilà, ils doivent parler d'eux, ils doivent être francs, ils doivent simplement ne pas avoir peur de ne pas répondre. Personne ne répond sur tout. Et être eux, tout simplement. Voilà, arriver franchement, regarder les gens dans les yeux, c'est une poignée de main franche, comme tu disais, propre sur soi, propre sur les points auxquels on va les se planter. On va dans une banque, en costume 3 pièces, on va dans la matique, on va en jean, c'est très important, mais ça dépend un peu de l'environnement dans lequel on vit évoluer. Donc ça reste très subjectif. Mais vraiment, la présentation, la manière de parler, la manière de s'exprimer, tout ça, c'est très très important. Je pense que tu as bien fait la question. Est-ce que si tu devais donner un élément ou deux éléments de choses à absolument pas faire en entretien, ce serait quoi? Mais je disais tout à l'heure à je ne sais plus qui sur le chat, quelqu'un qui dit qu'il a peur de ne pas se souvenir d'une réponse ou il ne se souvient pas de la bonne réponse au niveau technique. Bah, le pire, c'est d'essayer de broder, de raconter n'importe quoi, d'essayer d'inventer une réponse ou de tomber sur une réponse ou dire oui, je sais, et partir dans des directions complètement opposées. Ça, c'est pas bon. On ne sait pas, on ne sait pas. Ça, c'est une chose. Pas essayer d'inventer quoi que ce soit. Et même pas mentir sur ces choses. On a le droit de se tromper, on a le droit de se tromper de direction, de se tromper de société, tout simplement. On peut se tromper, on a le droit à l'erreur, heureusement. Et ça va dire, voilà, c'est un mauvais choix, ça ne correspondait pas, c'était pas bon. Problème. Voilà, il faut mettre les choses à table. Une fois que les choses sont dites, c'est beaucoup simple.
Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions maintenant. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est un élément qui me semble vraiment essentiel. C'est que moi, en tout cas, j'ai une philosophie, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a juste, Une il y a des expérience. expériences. Voilà. Et les expériences, ben, ça permet justement d'apprendre et de s'améliorer. Donc, c'est vrai, comme tu dis, tu peux très bien dire, ben, là, tiens, j'ai pas, j'aurais pu faire mieux. Ben, voilà, je sais qu'au prochain entretien, ça, c'est quelque chose que je vais améliorer. Donc, ça ne peut être que du positif. Ça, c'est important. Tout à Et fait. puis, si je peux encore intervenir, je pense que il faut pas oublier qu'on évolue, on n'est pas. Donc, des gens ont commencé en. Je sais pas, je vais prendre des exemples un petit peu bateau. Quelqu'un a commencé comme vendeur dans une boutique et puis se rend compte que finalement il a envie de gérer une boutique et puis d'ouvrir sa boutique. Et puis, enfin, voilà, on peut évoluer dans toutes les directions possibles imaginables. On change, on grandit, on évolue, on apprend. Et voilà, et ça dans toute carrière, c'est possible. Donc il faut essayer parfois aussi voilà, se lancer et dire qu'on est capable de le faire et vendre ses compétences, oser parler de ce qu'on peut faire aussi. On peut parler de ce qu'on a fait, mais il faut aussi parler de ce qu'on peut faire, de ce qu'on a envie de faire. Mhm. Il y avait une question Oui, ici par se rapport au... projeter aussi dans le futur Voilà. et avoir une vue peut-être aussi à moyen long terme pour montrer notre motivation et notre envie aussi de. À long terme, c'est assez difficile dans ce sens que dans Oui. la société actuelle dans laquelle on vit et on travaille, tout évolue tellement vite qu'on ne sait pas prévoir dans quel sens ça va évoluer, comme au niveau des technologies dans l'IT, là où je travaille, ça avance tellement vite qu'on ne sait pas comment choisir, on sait pas, voilà, c'est tel langage, tel framework, telle base de données qui va fonctionner d'ici quelques années, tout le monde va utiliser. Contre, on peut essayer d'orienter certains choix, en fait. On va pas dire, voilà, dans 5 ans, je veux faire ça, mais j'ai des affiliés par rapport à ça, et en veut en parler, il y a peut-être moyen d'aller dans telle direction ou direction. Ça, c'est des choses qu'il faut vendre. Il faut aussi, on mise beaucoup sur le potentiel des gens aujourd'hui. Maintenant, quand ça devient très spécialisé, tout n'a pas les connaissances nécessaires ou requises pour un choix X ou Y, mais le potentiel peut amener les gens à occuper cette position. Oui. La confiance en soi mène aussi au potentiel. Je rebondis sur ce que tu dis encore, et puis je te poserai une question, Xavier, que les personnes nous posent ici. C'est très très récent, donc il y a une étude qui a été faite par un bureau de consultance extrêmement connu, qui est Roland Berger, et ils ont justement à la demande d'une structure, et ils se sont rendus compte d'une chose qui est tout à fait vraie auprès des recruteurs et des employeurs ici en Belgique, c'est que quel que soit le domaine de compétences, aujourd'hui, ils insistent particulièrement, donc dans le critère de sélection des candidats, ils insistent à peu près à 60% sur l'attitude et sur le soft skills, donc c'est-à-dire vraiment le savoir-être, le savoir-faire, plus que les compétences techniques, et ce, quel que soit le degré de seniorité, junior ou autre. Donc c'est vraiment un élément qui est extrêmement important à prendre en compte. On parlait justement du langage non verbal, donc c'est en entretien, ben, vous avez parfois, parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas l'occasion de vous voir 2, 3, 4 fois, hein, je pense surtout à des petites structures, on va rencontrer un candidat 1 heure, et c'est sur cette heure-là qu'on se fait une idée. Donc c'est vraiment un élément, soyez attentifs en effet, que comme disait Xavier, il y a des possibilités d'évoluer, d'aptitude, etc. Mais soyez attentifs aussi au fait que vous pouvez croire dans les choses que vous êtes capable de faire, rien qu'en exprimant aussi votre motivation. Ça, c'est important. Par l'attitude. Par l'attitude. Et du coup, peut-être, parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent sur comment gérer une période creuse, comment parler. Période creuse, j'entends peut-être un burn-out, du harcèlement, une longue période de chômage, etc., etc. Qu'est-ce que tu attendrais, Xavier? Qu'est-ce que tu penses pouvoir Il faut peut-être, exprimer par rapport à oui, ça? parler de la motivation et du futur. Mais encore une fois, il y a des choses sur lesquelles on peut pas, des choses qu'on peut pas influencer. Accident de la vie, on en a tous connu, on peut tous en connaître. Quelqu'un qui était au chômage, Oui. il n'a pas besoin de se justifier qu'il a été au chômage. Il a peut-être eu une chance, il a peut-être eu un peu dans sa famille, peu importe qu'il a été, il va voir ce qu'il peut être. Donc il doit vendre à son employeur, son futur employeur, ce qu'il peut apporter. Il n'apporte pas ses périodes de chômage, il apporte, comme tu disais, il apporte plus à la société. Et c'est quoi le plus qu'il peut apporter? C'est là-dessus qu'il doit se concentrer. En connaissant la société, en sachant pour quelle position, logiquement, il va être entré, en sachant un petit peu le service ou le produit que la société peut vendre, peut s'inscrire dans la société en disant voilà, je suis là, vous apportez ça, et ça, je peux le faire, parce que je sais faire ça, ça, ça et ça.
C'est important. Le passé, on n'y changera rien. Ce qu'il peut faire, c'est influencer le futur de la société, influencer son futur. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, c'est toujours plus facile à dire faire, mais il faut croire, c'est comme ça que ça marche. Oui, et donc par rapport à ce que tu dis aussi, c'est de dire vraiment, j'insiste sur ce mot constructif parce que je crois que c'est vraiment important. C'est OK, il se peut que vous ayez vécu 4 ou 5 ans de chômage. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience-là? Et surtout, à refaire, est-ce que vous feriez ça différemment? Est-ce que vous prendriez les choses en main plus tôt? Voilà, donc ça c'est aussi important. Mais ne pas s'attarder dessus, mais de dire voilà ce qui s'est passé, ne pas renier, comme tu dis très justement Xavier, mais de dire qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? Et voilà ce que je fais aujourd'hui par rapport à tout ça. J'ai décidé aujourd'hui que c'était fini, que je me remets en selle, que sais-je. Tout à fait, c'est exactement ça. Il y a aussi une question par rapport à l'entretien par téléphone. Est-ce qu'il y a des conseils que vous donnerez pour comment bien gérer un entretien par téléphone? C'est même un peu plus facile. D'un côté, on n'a pas le côté prévention, on n'a pas le côté juste rester, ça ne se voit, ça ne se fera pas, il faut pas. C'est un peu facile, mais moi, je opte toujours pour un entretien face-to-face. J'aurai de toute façon un entretien avec la personne, mais c'est juste pour sentir la volonté de la personne, savoir un peu comment elle s'exprime, comment elle aborde le sujet, X ou Y, que je pour moi le mettre sur la table. Mais le téléphone, je pense que c'est le préambule à une rencontre en face-to-face. Donc, il faut vraiment essayer de pousser après à rencontrer la personne. Parce qu'on veut vraiment s'imaginer ou se voir dans une société qu'en allant dans cette société, en rencontrant les personnes en face-to-face, en voyant le bureau, tout ça fait partie d'une culture entreprise. Et c'est important de savoir si on va fitter ou pas cette culture entreprise. Donc, essayer de pousser peut-être vers un face-to-face. Et si jamais donc vous avez à vivre en effet un entretien d'abord dans un premier temps par téléphone, souvent ce sont des entretiens de sélection, de présélection, c'est déjà la première chose, c'est de vous mettre en tout cas dans un endroit et dans un espace sans bruit. Ça paraît logique, mais parfois des personnes qui font ces erreurs-là. Et si pour une raison ou une autre vous pensiez que c'était juste pour vous proposer un entretien face-to-face, mais que vous vous rendez compte par le nombre de questions que ça devient réellement un entretien de présélection par téléphone, que ce n'est pas le moment pour vous parce que vous êtes dans une situation qui n'est pas une situation professionnelle, vous êtes peut-être avec vos enfants en train de boire un verre et autres, mais coupez court assez rapidement et proposez au recruteur de vous recontacter ou que vous le recontactiez dans quelques minutes. Et là, vous pourriez être dans un espace un petit peu plus professionnel, ce serait très important, surtout si la fonction est importante pour vous. Alors, il y a une question de Véronique aussi en ce qui concerne les questions à poser aux recruteurs. On en a un petit peu déjà parlé, mais est-ce que ce ne serait pas le moment de parler du coup des questions à poser les plus importantes? À quel moment parler du salaire? Il y avait aussi une question spécifique. Tiens, à propos du salaire, quel site on peut consulter pour avoir les barèmes exacts? Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse. Alors, pour les barèmes, le reste, Xavier, je te laisse évidemment répondre. Pour les barèmes, vous avez entre autres le site référence.be, dans lequel vous allez voir, et il y a un élément qui s'appelle compas de salaire. Et là, vous pourriez, en fonction de votre expérience, de vos années d'expérience, de domaine d'activité, etc., trouver des informations sur une moyenne salariale fonction de votre secteur d'activité, de votre fonction et de vos années d'expérience. Donc ça, c'est un élément. Vous pourriez très bien aussi poser la question, si vous avez un organisme de paiement, un syndicat, vous pourriez très bien poser aussi la question de quelles sont donc les conditions salariales et on vous donneront le minimum, en tout cas, salarial dans ce secteur d'activité. Donc ça, ce sont des éléments. Et le troisième élément auquel je pense, c'est évidemment de faire appel à votre réseau. Si dans votre réseau, vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille dans le secteur d'activité ou encore dans l'entreprise, ou encore qui a la même fonction de vous dans une entreprise, surtout, c'est intéressant d'aller vous renseigner vraiment directement à la base en disant, tiens, dans l'absolu, à quoi est-ce que je pourrais prétendre pour cette fonction-là? Tout à fait. Même si parfois le salaire reste un peu tabou en Belgique, les gens n'aiment pas trop parler de leur salaire, mais oui, c'est tout à fait comme ça qu'il faut faire, c'est clair. Xavier, les questions pertinentes que tu trouves intéressantes, toi, qui font la différence par rapport à des candidats, ce serait quoi, par exemple, comme question? Il n'y a pas de mauvaise question, en fait. Jamais de mauvaise question avec de bonnes réponses. Mais c'est clair que si un candidat commence son entretien en demandant combien de jours de congé il aura, c'est pas vraiment bienvenu ou dire voilà combien je vais gagner. Je pense que c'est plutôt au recruteur d'arriver avec une question par la suite.
Si l'entretien se passe bien, si on envisage une collaboration, si on veut éventuellement convaincre cette personne à d'autres candidats qui ont déjà venu pour essayer de trouver le meilleur candidat, on demande à cette personne quelles sont ses attentes, ce qu'il veut, ainsi de suite. On discute un petit peu dans le parlementaire dans lequel on travaille, toutes ces choses-là. Donc, par rapport au congé et tout, mais c'est une question que les gens doivent mettre, je pense, eux-mêmes sur la table. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Après l'entretien, combien de jours de congé, c'est quoi les horaires, c'est quoi ci, c'est quoi ça. C'est pas ça l'important. Ce qui est important, je pense, c'est travailler. Après les horaires, tout ça, c'est s'adapter. On travaille avec les gens de bonne volonté, il y a toujours moins de solutions. Mais à part ça, il n'y a aucune restriction. Je dirais aussi, en effet, orienter le plus possible, évidemment, d'abord vers la fonction. Bien sûr. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, c'est peut-être, voilà, quel est mon environnement? Est-ce qu'on est nombreux à travailler sur le projet? Est-ce qu'il y a des feedbacks qui sont donnés? Ça peut être intéressant aussi, surtout si vous êtes junior, de peut-être poser des questions concernant des feedbacks. Est-ce qu'il y a moyen d'en avoir assez vite pour avoir des points d'amélioration, savoir ce qui se bien, ce que je peux encore améliorer, etc. Ça peut être intéressant. Voilà, donc, et en effet, ne pas hésiter à poser des questions. Moi, je me souviens qu'au début de ma carrière, j'ai posé une question à un recruteur. Je me dis, est-ce que je le fais ou pas? Puis je me suis dit, finalement, il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas, parce que le recruteur me pose des questions. Je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qui fait que, donnez-moi au moins 3 éléments qui fait que le matin, vous vous réveillez motivé à l'idée de venir travailler ici. Et heureusement pour moi, il a très rapidement su donner des arguments qui m'ont donné envie, en tout cas, d'aller travailler là-bas. Mais ça peut être une question dans ce genre-là, ou encore, si vous avez, par exemple, si vous répondez à une offre d'emploi sur laquelle il y a des soft skills, par exemple, ou des connaissances métiers qui sont exprimées, ça pourrait être, tiens, voilà, parmi l'ensemble de ces soft skills ou des compétences demandées, quelles sont, d'après vous, les 3 plus importantes à avoir pour cette fonction-ci? Alors, ça peut être une question pertinente parce que si vous êtes repris, vous savez que c'est peut-être ces 3 éléments-là sur lesquels vous allez être plus attentif en début de démarrage, en disant attention, il avait dit que l'autonomie, par exemple, était un élément qui était important, donc je vais tenter d'être autonome le plus rapidement possible. Ça peut être quelque chose comme ça. Xavier, il y avait aussi une question sur les tests, donc je pense que c'était Marianne qui posait la question sur l'importance, qu'est-ce qu'on pensait des tests psychotechniques? Personnellement, je n'ai jamais appliqué les tests psychotechniques, ces choses-là. Je pense que, encore une fois, ce sont des tests qui peuvent être interprétés de différentes manières. Je n'ai pas vraiment d'avis spécifique par rapport aux tests psychotechniques. En toute honnêteté. Alors, moi je pourrais peut-être dire que ça dépend évidemment des entreprises. Hein. C'est vrai que si vous allez au Seller d'office, il y a des tests psychotechniques. Ce que je peux simplement dire, c'est que ce n'est pas bon ou mauvais. C'est simplement qu'il y a des choix d'entreprises qui ont besoin d'avoir des profils, peut-être X et Y, et c'est que par le biais de ces tests-là, qui pourront déterminer si la personne est adéquate ou pas. Simplement, si comme moi, vous êtes extrêmement nul en test psychotechnique, parce que c'est vraiment, moi j'ai un esprit qui n'est absolument pas logique, ce que je vous conseille de faire, mais vraiment, même parfois, je vous avoue, j'ai la solution parfois et je ne comprends même pas. Donc, c'est vraiment vous entraîner un maximum. J'ai vraiment le cerveau gauche qui est plus atrophié, le cerveau droit qui est beaucoup plus développé, qui est celui de la créativité. Mais c'est vrai que si je devais, par exemple, je souhaiterais aller travailler dans je sais pas moi, une administration et que j'ai des tests psychotechniques, j'aurais très difficile. Donc, je devrais m'entraîner. Et puis d'autres personnes pour qui c'est extrêmement facile. Donc, je dirais, si c'est nécessaire pour vous, entraînez-vous. Il y a beaucoup de tests sur le web qui sont faits, et des petits bouquins qui sont très très bien faits pour vous. Et c'est vraiment l'entraînement. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être vraiment à l'aise par rapport à ces tests. Simplement, dites-vous que si on vous le demande et que c'est important pour vous, il faut passer par cette case-là. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, Pauline. Il y en a plein. Il y a aussi les entretiens face à plusieurs personnes, donc un jury, une équipe. Donc c'est une question de Christine. Comment gérer ce genre d'entretien? Voilà, c'est vrai qu'effectivement, parfois une seule personne peut bloquer, peut-être, et subjectif, effectivement, un entretien, il me semble que c'est toujours subjectif. Ça reste subjectif. Ça reste subjectif. Enfin, il y a une partie d'objectivité sur le CV, mais si vous correspondez ou pas à l'entreprise, enfin voilà, ça reste assez subjectif aussi. Encore au niveau. Comment gérer un entretien recruteur? Plusieurs personnes, il y a toujours, je pense qu'il faut, comme au niveau sportif, identifier un capitaine, entre guillemets, et savoir un petit peu dans les grâces, il faut se mettre, on va dire.
Il y aura de toute façon un leader. Bon, c'est un petit peu stratégique, mais il y a toujours plusieurs personnes. Il y a toujours, comme on fait la bonne la bad cop, good cop, mais il faut essayer de s'orienter un petit peu vers la majorité à ce niveau-là. C'est vrai que le but des entretiens collectifs est vraiment de mettre la pression sur la personne et voir un petit peu comment elle réagit, comment elle réagit, comment elle se plie. Plusieurs questions en même qui parfois sont contraires. Donc voilà, se souvenir de ce qu'on a dit, surtout ne pas précipiter la réponse et essayer de s'orienter vers une majorité qui est parfois évidente. C'est pas ça. Ok, merci. Alors, j'ai une question aussi. Que doit-on dire d'un employeur qui est PRJ? Mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, PRJ. Donc, je sais pas. Je pense qu'il faudrait plus de spécificité, de spécification par rapport à ça, parce qu'on ne sait pas y répondre. Je vois qu'il est déjà aussi 13h. Oui, on va peut-être commencer à prendre les dernières questions. Et on va aussi parler du suivi. Xavier, je voulais te demander justement par rapport au suivi. D'abord, je voulais encore rajouter peut-être 2-3 petites choses. J'avais un slide ici, je ne sais pas si tout a été dit, il y avait des choses qui étaient intéressantes à rappeler. Alors tout simplement, c'est des choses basiques, mais l'entretien démarre à partir du moment où on franchit le parking de l'entreprise. Donc ça veut dire que veillez évidemment à votre attitude. Parce qu'il se peut que, sans le vouloir, les recruteurs soient en train de discuter avec quelqu'un à la réception et qu'il vous voit et que vous ayez une attitude qui ne soit pas adéquate. Par exemple, je ne sais pas moi, vous remettez votre chemise dans votre pantalon. C'est la première impression que vous donnez, en tout cas, au recruteur. Donc, c'est important de soigner votre non-verbal dès le départ, dès que vous franchissez le parking de l'entreprise. Poignée de main, évidemment, si on vous la propose, et bref, parce que ça donne aussi la première impression de vous. Donc, n'ayez pas une poignée de main molle. C'est important, c'est vraiment des choses qui sont basiques mais importantes. Et aussi, un élément pour moi qui est primordial, comme le Xavier l'a souligné, c'est hyper important, c'est rester authentique. Donc, pas transparent, ne dites pas tout de vous, mais restez vous-même. C'est vous qu'on va engager ou pas. Donc, ça ne sert à rien de faire semblant d'avoir des masques ou d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, parce que ce sera à un moment ou à un autre, ça va de toute façon vous perdre, et puis c'est pas ça qu'on veut. C'était d'ailleurs une question d'Arnaud, comment rester honnête sans trop se dévoiler, et surtout que ça nous desserve. Donc c'est vrai qu'il faut rester honnête. Mais sans être transparent. Donc par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai eu un entretien un jour avec un candidat qui était jeune développeur et qui m'a dit, à un moment, voilà, moi je suis motivé, j'adore ce que je fais, mais je suis très lent en développement. Mais ça, c'est transparent. Donc, il a été honnête, mais il a dit trop. Voilà, donc il y a des choses qu'on doit éviter, bien sûr, qu'on pourrait éviter de dire, mais soyez en tout cas authentique. Restez vous-même. Et puis, voilà. Et puis, si vous êtes motivé, extrêmement motivé, si vraiment vous allez à un entretien et que c'est une fonction qui a vraiment du sens pour vous en termes d'entreprise ou d'organisation dans laquelle c'est le job description et que vous vous sentez vraiment très à l'aise avec la fonction, surtout ne quittez pas l'entretien sans avoir exprimé réellement en disant, écoutez, j'étais déjà super motivée, par exemple, à la lecture de l'offre, en vous rencontrant peut-être l'équipe, en discutant avec vous, je suis d'autant plus enthousiaste, et donc j'ai vraiment, vraiment très envie de démarrer la collaboration, qu'on démarre ensemble la collaboration. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, vraiment, n'ayez aucun regret quand vous quittez la pièce et le recruteur. Si vous êtes motivé, surtout exprimez-le. Ok. Voilà. Alors, après, Xavier, est-ce que toi, tu as des attentes? Est-ce que tu apprécies que des candidats te renvoient quelque chose ou soient actifs? Je rebondis un peu sur ce que tu as dit en dernier lieu. Pour les motiver, oui, je tiens toujours un entretien en fait en donnant mes coordonnées. Discuter de ça, vous savez ce que j'en, vous savez un petit peu ce qu'il en est maintenant. Si vous avez encore des choses à rajouter, si vous pensez à des choses que vous n'avez pas dit, n'hésitez pas à me rappeler, me faire ainsi de suite. Et parfois, les gens reviennent, oui, vous êtes trop dit là-dessus, et je me souviens que je disais ça. Ça permet aussi aux gens, parce que le stress, parfois, peut bloquer certaines interventions, peut valider certaines actions. Donc, c'est important que les gens puissent revenir après. Donc, oui, après, j'attends que la personne me revienne. Moi, je pose des questions, on est en train de refaire un CV, de travailler quelque chose, de revenir l'explication d'une ou deux expériences que je n'ai pas bien compris, qui ne reçoivent pas sur un CV. Donc, quand les gens reviennent par rapport à ça, mais les gens qui me reviennent en me donnant un feedback pour leur interview, je trouve que c'est très, très proactif aussi. C'est très, très intéressant. On voit que la personne est là,
on voit qu'il y a une énergie, on voit que la personne est motivée. Je pense que ça peut être un point positif aussi dans le cadre d'un entretien d'embauchement. Merci pour la réponse, Xavier. Alors, oui, c'est ce que je me disais aussi, c'est que le suivi de candidature, c'est ce que tu dis, c'est que si vraiment vous êtes motivé, c'est hyper important. Je pense en effet de revenir vers les personnes en disant j'ai apprécié particulièrement notre rencontre, voilà ce que je retiens, où je me sens très à l'aise dans la fonction et j'ai vraiment très envie qu'on commence cette collaboration. Hein. Ce mot, pour moi, vous avez peut-être compris que le mot collaboration, je trouve que c'est un mot qui est intéressant plutôt que de commencer à travailler ensemble, c'est vraiment collaborer. Et voilà ce que je retiens. Pourquoi je suis motivée? 2-3 points. Ça doit être assez court, mais ça peut être intéressant de le souligner parce que, comme tu dis très justement, tout le monde ne le fait pas. On a tendance parfois à dire ça c'est fait et j'attends. J'attends la suite, j'attends qu'on me recontacte. Mais surtout, si vous êtes motivé, allez-y. Pas du harcèlement, bien évidemment, mais exprimez-le par la suite également. Alors, ayez évidemment le réflexe LinkedIn, c'est-à-dire que si vous n'avez pas, par exemple, proposé au recruteur de se joindre à vous, en tout cas de vous connecter avec lui avant l'entretien, si ça s'est bien passé et que vous avez été satisfait de la relation, que vous avez apprécié, surtout, ayez très rapidement ce réflexe LinkedIn, puisque c'est de nouveau quelque chose de professionnel. Ça, et la personne, évidemment, vous ayant rencontré très récemment, fera évidemment le lien avec qui vous êtes. Et puis, ce qui est important aussi, c'est un exercice d'auto-évaluation. De nouveau, je vous disais, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, c'est des apprentissages. Si ça s'est bien passé, super. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Pourquoi est-ce que ça s'est bien passé comme ça? Qu'est-ce qu'il y a eu? Quels sont les ingrédients qui ont fait que je me suis sentie à l'aise, que tout était mis et fait pour que ça se soit, que j'ai ce sentiment positif en sortant. Et ça, c'est intéressant aussi. Il ne faut pas faire une auto-évaluation uniquement s'il y a eu des couacs, mais c'est aussi de dire qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il y a eu comme ingrédient pour que ça fonctionne bien. Voilà, donc ça, c'est vraiment des éléments, je pense, qui sont importants par rapport à tout ça. Xavier, je ne sais pas si tu as envie de rajouter des choses ou s'il y a encore des questions. Non, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, si certaines personnes ont encore des questions à poser, ne doivent pas hésiter. Je vois que Ornella aussi a posé une question, la question un peu basique. Hein. Oui, c'est ce que je suis en train de répondre. Oui, réponds-y en live alors du coup. Réponds-y en live. Je suis en train d'écrire que ce sont en fait des questions basiques que la plupart des gens ne posent plus pour l'instant, parce qu'il est très facile de dire, de prendre un point positif qui est un point négatif, mais on va dire un petit négatif, ou de prendre pendant, de prendre des faux amis. C'est très simple de dire, je suis très perfectionniste, par exemple. Un petit peu de temps, les détails, voilà, enfin, c'est un petit peu bateau. Je pense que c'est en 2 mots, de toute façon, tout le monde se connaît, tout le monde s'est donné 3 défauts, 3 qualités. Et bon, voilà, il suffit de donner ce qui correspond un petit peu mieux à l'histoire que le recruteur vous a raté. Et voilà, mais ce sont des questions bateaux qui n'ont vraiment pas vraiment d'importance, je trouve. Dans le sondage, je pense qu'on avait mis aussi de savoir si... Ah non, on n'a pas mis. Si vous étiez plus outillé là aujourd'hui. Si, on l'a mis. Justement, qu'est-ce que vous pensez, là, à chaud, de tous les conseils qu'on vous a donnés? Donc voilà, on a mis un petit sondage. Est-ce que vous êtes mieux outillé pour vos prochains entretiens? Ah, il y a une question de Nathalie. Peut-on reprendre contact avec l'employeur afin de connaître le refus d'engagement? J'ai envie de dire, qui ne tente rien n'a rien. Surtout, oui. Il faut le faire. Moi, en tout cas, mon point de vue, c'est libre à lui de ne pas répondre. Bien sûr, c'est ça qui va être plus difficile, c'est plutôt d'avoir le feedback, mais je vous invite vraiment, vraiment à le faire, à faire le suivi, parce que comme je vous disais, il n'y a pas d'erreur, il y a des apprentissages. Donc, ce serait intéressant même d'aller, de prendre votre téléphone. Ce sera plus facile à faire probablement par téléphone, parce qu'en plus, pour le recruteur, ça lui prend moins de temps. Mais c'est de dire, voilà, on a passé ce moment ensemble, je vous remercie pour la réponse. Si vous êtes déçu, exprimez-le aussi. Vous pouvez vraiment dire, voilà, je respecte votre choix, mais je suis vraiment, sachez que je suis déçue parce que je me sentais de nouveau très à l'aise, ou j'avais très, très envie de collaborer avec vous, ou d'intégrer l'équipe, enfin, la manière dont vous avez envie de le faire. Donc ça, vous pouvez l'exprimer. Et puis de dire, voilà, afin que je m'améliore pour la suite, pour que ce soit plus efficace encore pour moi, pour ma suite de ma recherche emploi, j'aimerais vraiment avoir un retour. Et alors, je vais insister, moi, sur quelque chose. J'ai vraiment envie d'avoir ton avis, Xavier, par rapport à ça, mais
Il y a beaucoup de recruteurs qui se cachent sur on a choisi quelqu'un de plus compétent, qui était plus expérimenté ou qui avait plus d'années, que sais-je. Insister aussi, le feedback, demander aussi d'avoir des conseils ou des choses sur l'attitude. Est-ce qu'il y a des choses en termes d'attitude, en non-verbal, que je pourrais améliorer? Parce que là, il se peut que vraiment il y ait des choses qui soient améliorables en ce qui concerne votre attitude non-verbale et que le recruteur va peut-être pas, va éviter de dire pour vous mettre mal à l'aise ou de dire de toute façon, voilà, c'est pas à moi à dire ce genre de choses. Donc, c'est vraiment important, moi, en tant que recruteur, je n'hésite pas de temps en temps pour aider vraiment la personne à dire, ben voilà, là, on vous a senti très stressé, sans doute que vous êtes motivé, en effet, mais peut-être que c'est votre stress qui fait qu'il y a eu un petit peu une impression d'agressivité, par exemple, pour citer quelque chose. Ou encore la motivation, ben, le ton de voix est très monotone, etc. Et on n'a pas senti réellement de motivation à la fonction. Donc ça, c'est important de pouvoir dire, n'hésitez pas à me donner des informations et des feedbacks sur mon attitude aussi. Parce que des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on projette. On n'a pas voulu être agressif. La majorité du temps. On n'a pas voulu faire passer ça comme message, mais malheureusement, notre non-verbal, notre manière de s'habiller ou que sais-je, a transmis un autre message. Voilà, et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et il faut pouvoir l'entendre aussi. Je pense que ça aussi, c'est compliqué de pouvoir l'entendre, de se dire, ah non, moi, j'ai pas voulu dire ça du tout. Ben, pourtant, c'est ce qui a été compris. Ouais. Mais voilà, ça... Xavier, qu'est-ce que tu penses donc, par rapport au feedback? Est-ce que tu as souvent des candidats qui font ce suivi-là? Parfois, mais malheureusement, dans l'informatique, les choses vont tellement vite qu'on a toujours le temps de pouvoir donner un feedback et les gens maintenant ont le choix, on va dire, dans l'informatique. Donc, ce marché est un petit peu biaisé en sens. Mais dans d'autres secteurs d'activité, oui, je recevais quand c'était un peu moins tendu, on va dire, des appels faits des candidats pour savoir comment ça s'est passé, comment. Moi, j'avais. Je trouve ça très intéressant d'ailleurs. Voilà ce qui n'a pas marché, voilà ce qui n'a pas fonctionné, voilà quoi ça n'a pas été, voilà ce qui, à mon sens, aurait dû être fait ou dit. Donc, c'est intéressant. Oui. Ok, super. Et dans le même genre de questions, du coup, après combien de temps on doit reprendre contact avec l'employeur? C'est une question de Sabine. Mais j'allais aussi répondre, ça dépend un peu de la procédure dans laquelle on trouve. Si c'est une procédure, on va dire, au niveau fédéral ou dans la mission, on sait que la procédure est longue. Il faut attendre et encore une fois, on ne pourra rien dire. Si c'est quelque chose dans une petite société où il y a 2-3 candidats, après 3 jours, on peut rappeler que les interviews se seront faites. Voilà, on demandait aussi, il n'est pas interdit de demander aux recruteurs s'il y a beaucoup de candidats, s'ils vont voir beaucoup de candidats, s'il y a encore d'autres candidats pour voir pour position, c'est jamais une mauvaise question, ça peut même mis en concurrence avec d'autres. Ok, super. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va clôturer. Voilà, donc vous avez ici les coordonnées évidemment de Xavier, mes coordonnées, les coordonnées évidemment de Technofuturtique. Je ne sais pas si Xavier, pour le moment, tu as des fonctions sur lesquelles tu as la recherche dans des profils particuliers? On travaille beaucoup sur le développement Java pour l'instant, tout ce qui est développement applicatif au niveau Java et l'architecture applicative ou l'enterprise architecture, l'analyse fonctionnelle et l'analyse business. Voilà un petit peu tout ce qu'on cherche pour l'instant. Du développement dans les technologies Microsoft aussi au niveau .NET, Stock, SharePoint. Voilà, c'est important pour nous et on a beaucoup d'opportunités. Magnifique. Et c'est plutôt des profils juniors, seniors, médiors? Malheureusement, aujourd'hui, les gens n'ont pas encore le déclic junior, donc n'ont pas encore compris les juniors demain. Mais je pense que 2019 sera l'année des juniors et que les gens vont comprendre que pour un junior qui avance un peu moins vite, n'existe pas. Donc voilà, et il faut donner la chance aux jeunes, il n'y a rien à faire. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais il faut leur donner la chance. C'est eux les seigneurs de demain. Donc s'ils ne peuvent pas faire leur métier, on n'a pas de droit dans le. Et puis ils ont aussi peut-être l'attitude et le savoir-faire, savoir-être qui est vraiment super intéressant maintenant. Comme je disais, ça peut être quelque chose qui peut jouer aussi dans le recrutement. Hein, donc, bien sûr, puis il faut qu'on apprenne à miser sur le potentiel gens aussi. C'est important.
Absolument. Merci Xavier. Alors, si vous n'êtes peut-être pas, vous, développeur, business analyst ou autre, mais peut-être que dans votre réseau, vous avez justement des personnes qui sont dans l'informatique. N'hésitez vraiment pas à relayer les coordonnées de Xavier que vous avez ici, évidemment, les coordonnées de Busy aussi. Et vous avez vu que les recruteurs sont, ma foi, très sympathiques. D'accord? Ça peut être aussi démystifier quelque chose aussi pour certains qui avaient des croyances peut-être sur le fait que les recruteurs, ça peut être plutôt des brigands ou en tout cas des juges. Ben non, il y en a des sympas. La majorité d'ailleurs le sont, tout à fait. Merci beaucoup Xavier. Et à vous. Merci à tous et à toutes. Oui, merci. Je vois que Pauline. vous êtes nombreux à nous remercier. Ça nous fait plaisir. Bonne fête également à tout le monde. Bonne fête de fin d'année et succès pour 2019. Vous êtes des offreuses de services et vous avez des compétences réelles, des talents à offrir. Croyez-le et croyez-vous. Et croyez en vous, vraiment, c'est important. Croyez en vous, voilà. Je pense que ce serait un bon mot de la fin. Je vais juste terminer avec des infos pratico-pratiques. Il y a une petite enquête de satisfaction que je vous mets ici dans le chat, mais vous le recevrez aussi par email. Une enquête de satisfaction et des petites questions sur le webinaire. Après que vous ayez répondu à cette petite enquête, vous allez recevoir un lien pour télécharger les slides et également, si vous souhaitez, une attestation de participation à ce webinaire à faire valoir, par exemple, au forum. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une bonne fin d'année. On va remettre le petit bonnet, oui. Cécile. Voilà. Ça y est, des circonstances. Des circonstances. Voilà. Pas à mettre en entretien d'embauche, du coup. Et pourquoi pas, sur votre original. Pourquoi pas, pour rester dans... Voilà, à bientôt en tout cas. Bonne fête de fin d'année. Salut Xavier, salut tout le monde, et à l'année prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.